Bonsoir les amis de la forêt, alors aujourd'hui je vais parler du miracle économique nazi, mythe ou réalité, parce que j'entends souvent ici et là que la politique guerrière d'Hitler et le génocide juif étaient inacceptables, mais que par ailleurs Hitler de 1933 à 1939 avait fait de bonnes choses pour l'économie allemande et pour les Allemands, et qu'il avait permis de redresser le pays. Alors je me suis appuyé entre autres sur le livre de Gozali, un historien allemand, Comment Hitler achetait les Allemands. Alors c'est vrai que lorsqu'Hitler est nommé chancelier du Reich en janvier 1933, il y a 6 millions de chômeurs en Allemagne. Et 5 ans plus tard, il n'y en avait presque plus, puisqu'en 1938, le taux de chômage était de 1,9%, alors que par ailleurs, il était de plus de 20% aux États-Unis, malgré le New Deal rooseveltien. En aparté, ça prouve que ce n'est pas le New Deal qui a rétabli en fait l'économie américaine, mais plutôt la guerre en Europe et la guerre mondiale, puisque les États-Unis étaient devenus l'arsenal des démocraties. Fermons la parenthèse. Alors comment Hitler et son ministre de l'économie, le docteur Schacht, ont-ils pu résoudre la crise économique allemande en si peu de temps, et est-ce que les solutions utilisées par les nazis seraient-elles aujourd'hui opérationnelles? Alors, la politique en fait qui a été menée par le docteur Schacht est une politique qui s'inscrit dans le keynésianisme, c'est-à-dire une relance par la demande, c'est-à-dire que l'État allemand va se servir notamment de l'endettement et de la planche à billets pour injecter des sommes colossales dans l'économie allemande et pour faire repartir la machine. Donc très rapidement, en fait, dès les premières années, l'endettement va exploser et des mesures fiscales vont être prises pour alimenter les caisses de l'État, avec notamment un impôt sur les sociétés qui va passer de 20 à 40% en quelques années. Mais ce sera bien évidemment insuffisant, car le recours à l'endettement va devenir la norme dans l'État nazi, notamment pour financer le réarmement, plus que les grands travaux en fait. Et en 1938, un fonctionnaire en fait du ministère des Finances, von Krosigk, va avertir les autorités du Reich que si cet endettement, ces dépenses publiques effarantes continuaient, l'État allemand risquait d'être rapidement en défaut de paiement. C'est pour ça d'ailleurs que le Reich décida d'arianiser les biens juifs dès avril 1938, parce que tout simplement il avait besoin d'argent. La somme qui a été rapportée par cette expropriation des biens juifs s'élève à peu près à 8 milliards de Reichsmark, ce qui est la moitié en fait des rentrées fiscales pour une année à peu près. Alors c'est pas une expropriation officielle puisque les Juifs ont été payés en emprunts d'État, mais il faut savoir que ces emprunts d'État ne valaient pas grand-chose et qu'en plus on a rapidement interdit aux Juifs de les vendre. Donc en fait, cette arianisation des biens juifs, ça a été une véritable expropriation sans contrepartie quasiment. Et c'est pour ça qu'après la nuit de cristal de novembre 1938, où des pogroms en fait avaient frappé la communauté juive, Göring imposa une amende à la communauté juive allemande de 1 milliard de Reichsmark, tout simplement parce que les caisses de l'État allemand étaient désespérément vides et que le défaut de paiement guettait. Il faut savoir qu'en 1939, ces dépenses ne vont pas s'arrêter, puisque les dépenses publiques pour le civil et le militaire étaient de 37 milliards de Reichsmark pour des recettes de 17 milliards. Donc il y avait encore un déficit de 20 milliards de Reichsmark. Alors, le réarmement et les grands travaux ont aussi été financés par les fameux bons méfaux qui ont été inventés par le magicien Schacht qui a été ministre de l'économie jusqu'en 1937.
qui après fut directeur de la Reichsbank et qui fut viré en 1939, en début 1939, parce qu'il mettait en garde le Führer quant à la course effrénée à l'endettement qui risquait de ruiner l'économie allemande. Ça n'avait pas plu à Hitler, et donc Schacht était licencié. Alors les bons méfaux, en fait, étaient émis par une société fictive, une entreprise fictive, la Mefo, qui était soi-disant une entité, une entreprise métallurgique, qui émettait en fait des titres un peu des bons aux porteurs, qui permettaient en fait à l'État allemand de payer les industriels qui participaient au réarmement, et ces bons méfaux pouvaient être escomptés à la Reichsbank. En fait, c'était de la création monétaire sans en avoir le nom, puisque les bons méfaux n'étaient pas compris dans le calcul de la masse monétaire. C'était une manière déguisée de fabriquer de l'argent en douce, en cachette. Ça a été le produit du docteur Schacht, c'est pour ça qu'on l'appelait le magicien. Mais en fait, c'était tout simplement une manière de battre monnaie. Hein. Alors, une économie de guerre en temps de paix. Alors on parle souvent de la politique des grands travaux menés par Hitler, qui a résorbé le chômage, les autoroutes, les barrages. Mais en fait, il faut savoir que ces grands travaux étaient surtout destinés à préparer la guerre, avec un exemple frappant, puisqu'en 1938, le Reich réquisitionna 400 000 travailleurs allemands pour construire le Westwall, c'est-à-dire le mur de l'Ouest, le pendant de la ligne Maginot. C'est sûr que ça aide à résorber le chômage. Hein, mais le Westwall n'a aucun intérêt autre que l'horizon de la guerre, puisque c'était un mur destiné à arrêter les armées françaises. Le Reich va surtout dépenser des sommes colossales de 1933 à 1939 pour le réarmement. 45 milliards de Reichsmark vont être dépensés, une somme considérable qui représentait plus du triple des recettes fiscales, par exemple, de l'année 1937. Et cette économie de guerre, elle a pris une orientation autarcique avec le plan de 4 ans, dès septembre 1936, géré par Göring, le chef de la Luftwaffe. Et d'ailleurs, Göring va évincer le bon docteur Schacht du ministère de l'économie en 1937. On peut parler d'une nazification de l'économie à partir de septembre 1936 via le plan de 4 ans, qui contrôlait une grande partie de l'économie allemande. Donc cette politique de réarmement, évidemment, qu'elle va créer des emplois, et l'armée allemande, de 1937-5, date de la réinscription du service militaire obligatoire, qui d'ailleurs transgressait les principes du traité de Versailles, jusqu'en 1939. Entre ces deux dates, l'armée allemande va passer de 100 000 soldats, contingentement imposés par le traité de Versailles, à 4,7 millions de soldats. Un bon moyen de résoudre le chômage. Si vous avez 6 millions de chômeurs en 1936, mais que vous embauchez déjà 4,6 millions de soldats, vous n'avez plus que 1,4 million de chômeurs, dont la plupart vont travailler dans des usines d'armement ou vont travailler dans les organisations du parti. Je rappelle que la simple SS de Himmler, par exemple, avait à peu près, de mémoire, en 1939, à peu près 230 000 membres qui étaient payés par la SS, par exemple. Et je rappelle aussi que l'armée aérienne allemande, la Luftwaffe, avait, en 1939, à la veille de la guerre, 4000 avions.
Évidemment, il a fallu construire ces avions et de guerre, et c'est de la main-d'œuvre allemande qu'il a construite, hein, cette aviation. Donc là, on voit très bien que cette économie allemande qui se redresse est orientée quasi uniquement vers un horizon guerrier, avec d'un côté une production militaire absolument colossale, et son corollaire, un endettement énorme, et avec la constitution d'une Wehrmacht, c'est-à-dire d'une armée allemande aux effectifs pléthoriques qui sont passés, puisqu'elle est passée de 100 000 soldats à 4,7 millions à la veille de la guerre. Donc cette économie allemande, à la veille de la guerre, elle est en banqueroute. L'État allemand se rapproche de l'insolvabilité, et c'est la guerre, en fait, qui va sauver l'État allemand de la faillite, puisque avec les victoires sur la Pologne, la Belgique, les Pays-Bas, la France, la Norvège, le Danemark, la Yougoslavie et la Grèce, l'État allemand va se livrer à un pillage effréné sur les territoires étrangers qu'il contrôle. Ce qui va sauver l'État allemand de la banqueroute. Je rappelle d'ailleurs que lors du traité germano-soviétique, du pacte germano-soviétique, signé fin août 1939 et qui a permis le début de la Seconde Guerre mondiale, un mois après, il y a un traité commercial qui est signé avec, entre Ribbentrop en fait et Molotov, où l'Allemagne en fait va recevoir de la part des soviétiques des matières premières, et notamment du pétrole, et des céréales, et où les Allemands vont soi-disant donner des plans de matériel militaire. Les Allemands avaient proposé de payer les Soviétiques en Reichsmark, et bien sûr les Soviétiques n'ont pas voulu, sachant pertinemment que les Reichsmark étaient une monnaie de singe qui ne valait rien, tout simplement parce que la monnaie était faussement surévaluée, et que s'il n'y avait pas eu une dictature hitlérienne, il aurait fallu dévaluer le Reichsmark de 70%. Donc la conclusion, c'est que le relèvement de l'économie nazie de 1933 et 1939 est un leurre, est un mythe, car ce relèvement était sous-tendu par une économie vouée à faire la guerre. Je vous remercie, bonne soirée, à bientôt.